Thank you very much. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, j'apprécie grandement l'opportunité de m'adresser à vous. Je suis l'ancien Premier ministre à 4 reprises d'un petit pays fier au cœur de l'Europe, la Slovaquie. Je voudrais commencer mon discours en rendant hommage à l'un des Slovaques vivant aux États-Unis. Son nom est Michael Strang. Le sergent Michael Strang a servi dans le corps des marines des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale et a commandé une escouade de soldats sur l'île Pacifique d'Iwo Jima. Et c'est cette même escouade qui a hissé le drapeau américain victorieux sur Iwo Jima il y a exactement 80 ans, le 23 février 1945. Une photographie de cet événement est devenue l'inspiration du mémorial de la guerre du corps des marines à Arlington. J'étais à Arlington aujourd'hui et me suis incliné devant la tombe de Michael Strang. Ce faisant, j'ai rendu hommage non seulement à lui, mais aussi à tous les soldats américains qui ont combattu et sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. La contribution des troupes américaines à la défaite du fascisme est indéniable. Je vous en prie, ne permettez pas à de nouveaux Hitler de surgir. Ne permettez pas à quiconque de remettre en question les horreurs de l'Holocauste. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous pouvons célébrer le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en mettant un terme aux meurtres insensés d'Ukrainiens et de Russes en Ukraine. L'énergie et la détermination avec lesquelles votre président, Donald Trump, s'est engagé dans le processus de paix en Ukraine sont admirables. Il a de nombreux soutiens en Europe pour sa franchise et pour avoir répandu la vérité. Mon bon ami, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, s'est récemment plaint avec un sourire, bien sûr, qu'il essayait depuis des années de tenir un miroir face à l'Union européenne et que ce processus était extrêmement lent. Et puis, Donald Trump arrive et parvient à le faire en quelques jours. Si vous me le permettez, je me joins aujourd'hui à Viktor Orbán dans cette plainte, toujours avec un sourire, bien sûr. S'il y a une chose dont l'Europe a besoin aujourd'hui, c'est la vérité. S'il y a quelque chose dont l'Europe a encore plus besoin, c'est la diversité des opinions et le respect de celles-ci. La politique d'une seule opinion politique correcte nous dévaste et a de graves conséquences pratiques. Si vous allez à contre-courant, vous êtes exclus et punis. Entre 2020 et 2023, le droit pénal a été brutalement abusé contre l'opposition slovaque, dont j'étais le leader. J'ai moi-même été inculpé à 4 reprises pour des activités politiques, illégalement surveillées et violées. Cependant, les institutions de l'Union européenne sont restées silencieuses car elles avaient un gouvernement soumis et vassal en Slovaquie. Mesdames et messieurs, personne ne conteste que l'usage de la force militaire par la Russie en Ukraine ait été une violation du droit international. Cependant, la Russie avait de sérieuses raisons de sécurité pour agir ainsi, car elle a longtemps été induite en erreur sur la question de l'élargissement de l'OTAN. Le conflit aurait pu être arrêté peu de temps après son début. La majorité absolue des États membres de l'Union européenne, à l'exception de la Slovaquie et de la Hongrie, a soutenu l'idée que la guerre en Ukraine devrait être utilisée pour affaiblir la Russie politiquement et économiquement. L'Ukraine a été victime d'une mauvaise stratégie. Aujourd'hui, il est évident que le soutien financier, militaire et politique illimité, couplé aux sanctions anti-russes, n'a pas produit l'effet escompté. J'étais parmi ceux qui ont mis en garde contre les meurtres insensés, appelant à un cessez-le-feu et soutenant tous les plans de paix. En récompense, j'ai été qualifié d'agent russe. Le mot « paix » a été pratiquement absent en Europe ces 3 dernières années. Quiconque parlait de paix était un fauteur de guerre. Quiconque soutenait la guerre en Ukraine était un militant de la paix. Mesdames et messieurs, votre président rend un grand service à l'Europe. Il ramène la vérité, et nous l'espérons tous, la paix en Europe. L'attitude des principaux acteurs européens et du président Zelensky d'Ukraine me surprend donc désagréablement. Il se pousse à la table des négociations de paix entre les États-Unis et la Russie, alors que depuis 3 ans, ils ont ouvertement soutenu et continuent de soutenir la guerre en Ukraine. De plus en plus, il semble que le président Zelensky ait en réalité besoin de cette guerre. Quand il y a la guerre, il ne peut y avoir d'élection démocratique. Zelensky s'en inquiète particulièrement. Rappelons-nous dans quelle situation favorable Winston Churchill a perdu les élections de 1945 en Grande-Bretagne. Quand il y a la guerre, il est difficile d'enquêter sur ce qu'est devenu une énorme partie des fonds alloués à l'Ukraine ou sur la destination d'un nombre considérable d'armes. Quand il y a la guerre, Zelensky sait qu'il bénéficie du soutien total de l'Union européenne. Je dis tout cela ouvertement, en tant que Premier ministre de la Slovaquie, un pays frontalier de l'Ukraine.
Oui, nous devons reconnaître que les négociations de paix ont lieu à un moment où l'Ukraine est très affaiblie. C'est aussi pourquoi les propositions qui émergeront des négociations pourraient ne pas correspondre à l'idée d'une paix juste et durable pour l'Ukraine et à son intégrité territoriale. Cependant, l'Europe devrait en tout cas aider le président américain à mettre fin au plus vite aux meurtres insensés en Ukraine et ne pas entraver la réalisation de cet objectif. Mesdames et messieurs, j'ai parlé plusieurs fois aujourd'hui de la vérité et du respect des opinions différentes. Il est particulièrement dangereux lorsque la réponse à une opinion divergente n'est pas simplement de l'ignorer ou de la mépriser, mais lorsque les adversaires recourent à la radicalisation et à la violence. Une telle radicalisation dangereuse est aujourd'hui typique des idéologies libérales et progressistes qui, en plus de cette nouvelle qualité de comportement politique, promeuvent des anomalies dans la vie quotidienne et les présentent comme normales et saines. Que la tentative d'assassinat contre votre président ou contre moi soit la preuve de mon affirmation. J'ai grandi dans une famille ordinaire où mon père travaillait comme ouvrier dans une usine de meubles et ma mère comme vendeuse. Notre vie était dominée par des discours directs, le bon sens, le respect et la considération pour les autres. J'ai hérité de ma famille un fort sens social. En tant que personne ordinaire, j'adhère ouvertement à toutes les valeurs associées au bon sens et à la normalité. En tant que politicien, j'ajoute à cela le respect du droit international, du principe de non-ingérence dans les affaires internes des autres pays, de la souveraineté et d'un leadership national fort. Si quelqu'un pense que nous serons intimidés par la violence et que nous nous écarterons de ce chemin de valeur, il se trompe lourdement. Nous disions en Slovaquie, « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Je compte poursuivre mes efforts pour amender la Constitution afin d'améliorer la protection des valeurs fondamentales. Lorsque nous avons adopté la Constitution de la Slovaquie en 1992, nous n'imaginions pas qu'il pourrait être nécessaire de définir constitutionnellement le mariage afin de créer une barrière contre les idéologies à la mode. Le besoin s'est fait sentir et nous avons inscrit dans la Constitution la définition du mariage comme l'union unique entre un homme et une femme. Après tout, le mariage, dans cette acception, a servi pendant des siècles de pierre angulaire aux familles slovaques. Nous n'avons pas l'intention de le remettre en question sous la pression extérieure ou des tendances idéologiques à la mode. Nous travaillons actuellement à reconnaître dans la Constitution seulement deux sexes, masculin et féminin, rien d'autre. Ensuite, les conditions pour l'adoption d'enfants uniquement par des couples mariés et l'interdiction d'enseigner dans les écoles, tout ce qui contredirait ces définitions constitutionnelles. Avec un grand respect, nous suivons également le combat de l'administration de votre président contre l'immigration illégale. En tant que Premier ministre slovaque, je ressens également une forte obligation de protéger nos frontières et notre souveraineté nationale contre les menaces extérieures, au premier rang desquelles figure l'impact de la migration illégale. C'est pourquoi j'ai bloqué la redistribution des migrants illégaux parmi les États membres de l'UE sur la base des soi-disant quotas obligatoires. Mesdames et messieurs, il est difficile de construire une barrière contre les idéologies à la mode dangereuse si elles bénéficient d'un soutien substantiel dans tout le réseau des ONG et des médias. Ces derniers, souvent financés de l'étranger, se transforment en acteurs politiques antigouvernementaux actifs. Bien sûr, sans aucune responsabilité politique envers les citoyens. J'ai récemment envoyé une lettre à M. Elon Musk concernant le rôle que des organisations comme l'USAID ont joué dans l'ingérence injustifiée dans les affaires internes souveraines d'autres pays. Je suis d'accord pour dire que nous devons séparer les projets utiles et bénéfiques de l'ingérence flagrante dans les affaires internes de la Slovaquie. Le message que j'ai envoyé à M. Musk était très clair. Nous, en Europe, devons nous opposer à de telles ingérences et exiger la transparence et l'accès à toutes les informations, comme l'ont été les ONG et les médias antigouvernementaux financés par l'USAID. Nous devons protéger notre souveraineté, notre droit à choisir notre avenir et à prendre des décisions sans pression extérieure. Mesdames et messieurs, en conclusion, permettez-moi de dire quelques mots sur les mouvements puissants qui ont émergé aux États-Unis et dans le monde. MAGA et MEGA. Ces mouvements ne sont pas seulement de simples slogans. Ils représentent une vision qui résonne de manière urgente non seulement aux États-Unis, mais à travers le monde. Je sais, mesdames et messieurs, chers amis, je sais que vous voulez de l'équité, de la réciprocité et des emplois de haute qualité. Nous aussi. Alors parlons-en. Travaillons dessus. Résolvons nos différends en amis et évitons la douleur des tarifs, des mesures et des contre-mesures. Je suis connu pour mes opinions critiques sur l'Union européenne. En même temps, je suis absolument convaincu que l'Union européenne est notre espace de vie,
pour lequel il faut se battre constamment. Pour que l'Europe redevienne grande et que l'Union européenne soit respectée en tant qu'institution, cela nécessitera beaucoup d'autoréflexion, de bon sens, de confiance en soi et d'argent. Ainsi, au nom de mon pays, la Slovaquie, je déclare ouvertement que je suis prêt à travailler activement pour une telle renaissance de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, tout comme le Slovaque Michael Strang s'est tenu côte à côte avec ses amis américains sur l'île d'Iwo Jima en février 1945, la Slovaquie se tient aux côtés des États-Unis et les États-Unis aux côtés de la Slovaquie. J'apprécie l'approche pragmatique du président Donald Trump et sa concentration claire sur les intérêts nationaux américains. C'est exactement ce que chacun d'entre nous devrait faire. Les intérêts nationaux de la Slovaquie, c'est mon devoir. Les États-Unis sont un allié et partenaire stratégique clé pour nous, et nous sommes intéressés par l'approfondissement de ce partenariat. J'ai très hâte de travailler avec la nouvelle administration américaine. Au nom de la Slovaquie, je garantis un dialogue ouvert et franc. Soyons fiers. Soyons unis. Défendons nos valeurs. Je vous remercie tous et exprime ma conviction que la prochaine fois que vous entendrez le nom de mon pays, la Slovaquie, vous vous souviendrez de ce jour. Vive les États-Unis. Vive la Slovaquie. Merci beaucoup pour votre attention. Le discours de Robert Fico est bien plus qu'un simple plaidoyer politique. C'est une véritable leçon de vie, un guide pour atteindre l'excellence dans nos vies personnelles et professionnelles. À travers ces mots, Fico nous rappelle que la réussite ne se mesure pas seulement par des victoires matérielles, mais par la capacité à rester fidèle à ses valeurs, à défendre ce en quoi on croit, et à agir avec intégrité, même face à l'adversité. 1. La fidélité à ses valeurs. Fico insiste sur l'importance de ne pas se laisser influencer par les pressions extérieures ou les idéologies à la mode. Dans un monde où les opinions sont souvent dictées par les tendances, il nous rappelle que l'excellence commence par la clarté de ses convictions. Que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, rester ancré dans nos principes nous permet de prendre des décisions éclairées et de gagner le respect des autres. 2. La résilience face aux défis. En évoquant les épreuves qu'il a traversées, notamment les accusations politiques et les tentatives d'intimidation, Fico nous montre que les obstacles ne sont pas des fins, mais des opportunités de croissance. Sa phrase « Astérisque, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, astérisque » résonne comme un mantra pour tous ceux qui font face à des difficultés. La résilience est une compétence clé pour atteindre l'excellence, car elle transforme les échecs en tremplin vers le succès. 3. Le respect des différences et la diversité des opinions. Fico souligne l'importance de la diversité des opinions et du respect mutuel. Dans un monde polarisé, cette leçon est cruciale. En milieu professionnel, par exemple, une équipe qui valorise les perspectives différentes est plus innovante et performante. Sur le plan personnel, cela nous apprend à écouter, à comprendre et à grandir grâce aux autres, même lorsqu'ils ne partagent pas nos points de vue. 4. L'importance de la mémoire et de la gratitude. En rendant hommage à Michael Strang et aux soldats qui ont combattu pour la liberté, Fico nous rappelle que l'excellence se nourrit aussi de mémoire et de gratitude. Comprendre le passé, honorer ceux qui ont pavé la voie, et s'en inspirer pour agir avec détermination sont des clés pour avancer avec un sens profond du devoir. 5. Le pragmatisme et le dialogue. Enfin, Fico incarne le pragmatisme et la volonté de dialogue. Même avec ceux qui ne partagent pas ses vues, il cherche à construire des ponts plutôt que des murs. Cette approche est essentielle pour réussir dans un monde interconnecté où la collaboration et la négociation sont souvent les clés du succès. En somme, ce discours nous invite à réfléchir sur notre propre chemin vers l'excellence. Comment pouvons-nous rester fidèles à nos valeurs tout en restant ouverts au dialogue? Comment transformer les défis en opportunités de croissance? Et surtout, comment honorer ceux qui nous ont inspirés tout en forgeant notre propre voie? Pensez-vous que la résilience et la fidélité à ces valeurs sont les clés de l'excellence, ou y a-t-il d'autres facteurs plus importants selon vous? Comment gérez-vous les différences d'opinion dans votre vie personnelle ou professionnelle? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Ce discours est une source d'inspiration, et j'aimerais entendre vos réflexions et vos expériences.